Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et merci de nous suivre. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cet autre élément de Un livre, ça se lit, votre émission littéraire. Notre invité de ce jour est né un certain 10 février 1965. Elle est journaliste de formation. Elle a embrassé le métier difficile de l'écriture à partir de 2004 avec la sortie de son livre intitulé le 19 septembre, Chronique d'une guerre vaincue. Puis une autre œuvre a suivi, Une journaliste et un prêtre en dialogue sur l'Afrique. Et Agnès Crédy, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est aussi rédactrice en chef du magazine Femmes d'Afrique du quotidien ivoirien Fraternité Matin. Elle est formatrice dans sa sphère professionnelle depuis au moins 20 ans. Elle est devenue grand reporter, semble-t-il, dernièrement dans son organe de presse. Depuis 2014, elle est présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Elle vient de sortir récemment sa 3e production littéraire, Tu me fous les boules, vaincre le cancer. Cette œuvre, qui est un témoignage personnel sur sa lutte contre le cancer du sein, mérite que vous y attardiez, car c'est une œuvre qui n'a fait que faire couler beaucoup d'encre ces derniers temps et pour lequel nous avons trimé pour pouvoir la voir. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs, recevez chez vous Agnès Crédy. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Agnès Crédy, bonjour. Bonjour à vous et bonjour chers téléspectateurs Ivoire TV.net. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité plutôt. Voilà, alors nous sommes ici pour parler de votre livre Tu me fous les boules, un témoignage personnel sur la lutte contre le cancer. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir des sentiments, des premiers sentiments qui vous ont animé lorsque on a dû vous annoncer cette information, vous donner cette information difficile que vous développez probablement un cancer du sein? C'est vrai qu'on n'est pas heureuse d'entendre cela, ça c'est certain, mais c'est vrai que contrairement à beaucoup de personnes, j'ai l'insouciance de garder toujours l'espoir, même dans les situations les plus dramatiques. Donc quand le médecin me confirme donc, le diagnostic, après moultes analyses, cette boule est bien là. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment l'affronter en réalité. C'est pas plutôt de pleurer, parce qu'effectivement, ce serait naturel de pleurer, mais en même temps, on se dit, après les pleurs, il faut bien pouvoir l'affronter. Donc j'ai commencé plutôt par me poser la question sur comment l'affronter. Parce que l'idée derrière, c'est comment je vis avec, comment je vis sans, et comment je vis après. Très bien. Alors vous êtes journaliste, c'est connu. Votre métier, c'est de vous informer et d'informer le public. Est-ce que vous aviez déjà entrepris des recherches sur cette maladie, ne serait-ce que pour informer le public, ou bien vous aviez plutôt gardé vos distances, vous disant de toute façon, je mène une vie saine, j'ai de bonnes habitudes alimentaires, etc. C'est tout le contraire. Un journaliste n'a jamais de bonnes habitudes alimentaires, bien au contraire. Nous avons des horaires de travail qui sont des horaires totalement hors normes. Donc du coup, nous mangeons au moment où tout le monde dort et nous dormons quand tout le monde est réveillé. Donc ça déstabilise l'organisme et forcément ça finit par agir sur tout cela, sans oublier ces mauvaises habitudes que nous avons de peut-être autour d'un verre, partager avec des amis une certaine fraternité, une certaine confraternité. Donc on finit par mener une vie totalement déréglée et qui finit par nous jouer un sale tour. Et je pense qu'en gros, ce cancer du sein, quand je l'ai eu en 2014, c'est peut-être dû en partie au fait que j'ai peut-être embrassé un métier qui nous expose par le temps que nous n'avons pas de bien nous nourrir, par le temps que nous n'avons pas de prendre soin de nous, et par le temps que nous avons plutôt de stresser pour courir après le scoop. Parce que le stress est aussi un facteur de risque, c'est avéré désormais dans le cancer. Alors donc vous décidez de parler du cancer, d'attaquer ce monstre, de le débusquer, de le dénoncer, de le démystifier, et les mots sont de vous. Mais pour qui le faisiez-vous? Pour vous-même, pour vous soulager en quelque sorte, ou bien pour en informer davantage le public? Peut-être que dans mon inconscient, sans me l'avouer, j'avais besoin de parler pour me soigner, peut-être. Partager pour ne pas avoir gardé pour soi ce lourd secret qui finit par vous ronger. Parce que je crois que le drame face à certaines pathologies de ce type, c'est peut-être le silence qui nous tue. Se taire, c'est supporter seul. Et supporter seul, c'est pas évident. Or, partager avec cette illusion de donner à savoir et à connaître, c'est aussi
sans le dire, se soigner, se guérir en même temps, comme une espèce de catharsis qu'on opère sans forcément se l'avouer. Ça a dû être ça, mais je ne peux pas l'avouer ainsi, mais je crois que ça a dû peut-être être un peu ça. Mais en même temps aussi, je me suis dit, je suis journaliste, et mon job, comme on le dit, c'est vraiment d'informer. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que je ne parle plus d'un sujet de manière distante, parce qu'en général, on vous dit toujours garder les distances et une certaine distance critique. Non, tout d'un coup, je suis le sujet, je suis concerné par le sujet. Moi-même, je suis donc à l'intérieur de moi habité par ce sujet. Du coup, en parler devient pour moi à la fois un parti pris, un engagement, mais en même temps une espèce de distance par rapport à une maladie qu'on a besoin de regarder avec toute la froideur qu'on devrait avoir, parce que, quoi qu'on dise, l'enjeu c'est le combattre. Et pour le combattre, il faut rester lucide. Absolument. Et vous décidez de l'apostropher, on va le dire ainsi, ce monstre, dans un langage de tous les jours, en le tutoyant presque. Alors, c'est une technique de communication, mais qui avait quelle visée au juste? J'avais le choix entre écrire cette histoire de manière ordinaire, oui, j'ai un cancer, j'ai pleuré, j'ai souffert, ou alors dédramatiser totalement. Mais en même temps, affronter ce cancer qui est lâche. Parce que c'est une des maladies les plus lâches. Elle arrive chez vous de manière silencieuse, comme je le dis d'ailleurs, sur la pointe des pieds comme un voleur, et ne s'annonce pas. Donc un cancer du sein, c'est surtout une boule qu'on a dans le corps, qu'on peut détecter après 5 ou 10 ans de présence. Donc on ne sait pas qu'on a le cancer du sein tant qu'on n'a pas des habitudes d'autopalpation ou alors des contrôles réguliers chez les gynécologues. Quoique, ce n'est pas forcément garanti non plus, mais toujours est-il qu'on n'a pas l'assurance d'avoir des signes de présence. Il n'y en a pas. Souvent, c'est silencieux. C'est indolore, c'est une espèce de lâcheté dans la présence silencieuse, en même temps nuisante. Donc je me suis dit, la meilleure façon de combattre cette maladie qu'on ne voit pas, c'est peut-être de la sortir de mon corps pour la mettre en face de moi, et là, y mettre autant de coups de poing que possible pour l'écraser. Ça a été ça l'idée, ce combat qui était un combat, parce que je dirais même physique, contre un mal qu'on ne voit pas, mais qu'on subit. Très bien. Et nous notons avec beaucoup d'intérêt que vous parlez des choses qui vous ont aidé à vaincre la crainte de cette maladie et même plus tard à la vaincre elle-même. Et à la page 26, vous énumérez, si vous permettez, à la page 26, à partir de « C'est ma vie », la troisième ligne, et « J'ai mes habitudes », lire, me soigner des mots, me nourrir de verbes, faire du sport, rendre mon corps intelligent, donner de la mémoire à mes gestes, etc. Alors vous énumérez 3 choses, la lecture, la famille ou l'affection familiale et le sport. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de recette ou des recettes pour chaque chose que vous avez énumérée? Déjà, lire, c'est s'échapper un peu de son univers, c'est sortir de son environnement, c'est aller à la rencontre d'autres personnes sans forcément avoir besoin de bouger. Lire, je me dis, c'est la meilleure manière, pas forcément de s'évader, mais d'aller à la rencontre d'expériences de vie et comprendre qu'on n'est pas seul, même dans la solitude. Et puis, le sport, c'est ce corps qui transpire, qui vit, qui vibre. C'est ce corps qui respire, parce que nous sommes dans un monde où la sédentarité nous met dans un monde qui nous fait étouffer, ce corps qui a besoin de vibrer et de bouger. Donc le sport, c'est ça, c'est cette transpiration qui permet d'évacuer les toxines. En même temps, c'est cette respiration, ce rythme qu'on donne au corps qui permet au geste d'être à la fois vivant et en même temps garder toute sa noblesse et sa légèreté. Le corps a besoin de légèreté, parce que l'esprit a besoin de prendre son envol quand le corps est léger. Et puis la famille, l'enracinement, l'incontournable, le lieu de vie, en même temps aussi le lieu de solidarité, le lieu de générosité, le lieu de partage, et puis le lieu où on peut se laisser aller quand on a des doutes, où on peut même pleurer sans que d'autres ne le voient. Donc, où on exprime toute notre fragilité, où on peut aussi acquérir les forces nécessaires pour ressortir et rebondir demain. Donc c'est vraiment ça. Mais ça n'a pas de classification, je ne mets pas l'un dans l'autre ou l'autre par rapport à l'autre. C'est comme la musique d'ailleurs, me nourrir à la fois l'esprit aussi. Vous avez parlé de bonne musique aussi. Mais cette musique qui nous permet d'aller sur des ailleurs magnifiques, je dis, une belle musique nous permet de voyager, de nous évader et puis de nous échapper de ce corps qui est malade, qu'on ne doit pas supporter, du moins ce qu'on ne doit pas subir. Très bien. Et comme notre émission est une émission littéraire, nous allons nous attarder un peu sur l'aspect lecture. On voit que vous avez lu, mais alors une lecture de qualité, et vous avez cité beaucoup d'auteurs avec de ces citations lumineuses, et chacune de ces citations, vous avez trouvé en elle une sorte de médicament pour guérir votre âme. Comment vous avez fait? Vous vous prépariez à ça? Enfin, on a presque envie de se poser cette question parce que c'est tellement lumineux. Chaque citation venait régler un problème spécifique en vous, au moment où vous en aviez besoin. Oui, parce qu'au bout de compte, lire, c'est ne jamais oublier ce qu'on a lu. Hein. Ça, c'est vrai qu'on ne s'en souvient pas, mais par moment, c'est ce qu'on appelle peut-être avoir un peu de culture. C'est de temps en temps aller piocher dans ses souvenirs ce qu'on a gardé en réserve
Pourquoi on en aura besoin? Je pense que c'est ce qui a été ça. C'est un peu comme si j'avais fait une réserve, pas de nourriture, mais de lecture, de la nourriture de l'âme, qui après revient pour me nourrir à nouveau quand mon corps est fragilisé par cette maladie. Donc ce sont des points de repère dans nos parcours de vie. Mais en même temps, ce sont des livres qu'on a à portée de main aussi, je veux dire. Le plaisir de lire n'a de sens que si on retient ce que les autres ont écrit aussi pour nous. Oui. Donc retenir quelque chose qui demain nous servira à la fois de soubassement intellectuel, mais aussi même psychologique, simplement, comme le cas dans cet ouvrage, qui se réfère à d'autres quand j'ai besoin de m'évader. À un moment donné, quand je dis au cancer, pousse-toi, je veux lire et me plonger dans un livre écrit par Tarek Ramadan, qui revient sur à la fois la fraternité, le voyage, l'amour, le monde et tout ça, qui est un livre magnifique. Donc c'est un peu maintenant chaque fois m'échapper en lisant aussi en même temps, parce que je n'ai pas fait que rappeler des souvenirs de lecture, j'ai aussi lu pendant que je me soignais, j'ai aussi lu pendant que j'affrontais le mal. Donc du coup, ces points de repère me permettraient donc à la fois de m'échapper et de supporter ce qui paraît insupportable, parce que le cancer est vraiment quelque chose d'insupportable. Absolument. Et vous dites, pour ce qui est des citations littéraires, que un de vos grands frères, pour qui vous avez beaucoup de respect, Zio Moussa, un grand homme de médias, il aurait dit que quand on ne peut pas citer les autres, on peut se citer soi-même. Parce que l'expression veut qu'on ne cite pas ses contemporains. Oui. Donc, à défaut de citer les contemporains, je me cite moi-même. Donc, du coup, bon, ça devient un peu narcissique, mais bon, tant qu'à faire, oui. Mais quand c'est judicieux, ça vaut le coup. Merci beaucoup. En définitive, quel message global souhaitez-vous lancer à l'endroit de la femme, quelle que soit où qu'elle vive, face à ce qui convient d'appeler la pandémie du cancer du sein? Continuer à célébrer la vie, malgré tout. Et surtout à cause du cancer. Sois vive. Je dis toujours, c'est vrai que c'est une espèce d'évidence, mais c'est bon de le répéter. Vivons tant que nous avons la vie en nous. Je veux dire, la maladie vient comme pour contrarier l'existence, mais je veux dire, on ne doit pas focaliser notre vie sur l'existence. La vie elle-même est déjà un point focal qui doit nous appeler à vivre. Vivre. Tant qu'on a un souffle de vie, continuer à vivre. Et je me dis en même temps aussi, derrière tout cela, c'est partager ce que nous vivons de dramatique, c'est un acte de générosité qui permet à d'autres de supporter ce qui leur arrive. Parce que nous avons écrit le bouquin, ça nous a amené à créer une fondation qui s'appelle la FAC, Fondation Agir contre le cancer, parce que parler ne suffisait plus, il fallait passer de la parole à l'action, la parole agissante. Et parler surtout pour donner l'espoir. Mais agir aussi, partager à la fois cette foi qu'on a en la vie. Je crois que c'est ça, croire en la vie. Je dis, même là, on parle du cancer, mais il y a des gens qui vivent des situations tout aussi dramatiques, avec des maladies tout aussi lourdes, ou des situations simplement insupportables. Perdre un être qui nous est cher, c'est perdre une part de soi. Être malade, c'est vraiment avoir toujours peur de mourir. Mais si on passe notre temps à avoir peur de mourir parce qu'on est malade, on est déjà mort avant d'être mort. Je pense qu'il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre et puis avoir cette luminosité et cette capacité à apprécier les belles choses. Moi, j'aime bien, je suis toujours surprise. Je suis toujours surprise, là je vous parle, là je suis toujours surprise de comprendre comment ce truc fonctionne, comment d'une caméra je m'adresserai au monde entier. Je suis toujours surprise de l'évolution des sciences, de la capacité des hommes à nous permettre de dominer ce monde. Et je suis toujours surprise des choses qui nous arrivent. Autant des choses impressionnantes comme la technologie ou la technique, que des choses aussi simples que d'être avec un ami ou pour apprécier une belle fleur qui éclore au lever du jour. Donc apprendre à toujours être surprise, ça me tient en vie. Ouais. Et on a cru comprendre dans votre vie que finalement, au-delà même de cette hargne, au-delà de cette résolution que vous avez prise d'affronter la maladie, de la tutoyer presque, vous êtes allé bénéficier de soins de santé, je crois, en France. Tout à fait. Avec l'aide du président de la République, entre autres. Absolument. Non, c'était pas entre autres, c'était une prise en charge présidentielle que j'ai eue. Oui, c'était la prise en charge de la présidence de la République. Okay. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, quand on m'avait détecté le cancer du sein, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore de centre de radiothérapie. Oui. Le centre vient d'être inauguré en décembre 2017. Et moi, j'ai dû partir en France en octobre 2014. Donc, vous voyez qu'il a fallu attendre 2 ou 3 ans. Donc, jusqu'à récemment, les femmes ou les hommes qui traitaient des cancers, qui avaient besoin de passer par des radiothérapies, étaient obligés d'aller dans les pays voisins ou un peu plus loin, dans les pays tels que la France. Donc moi, j'ai bénéficié d'une prise en charge présidentielle. C'est en partie peut-être pour ça aussi que je me suis senti obligé d'écrire, pour témoigner de cet acte de générosité qui m'a permis d'être là, et pour dire que c'est pas la solidarité aussi qu'on peut s'entraider. Parce que soigner un cancer, ça coûte excessivement cher. Et donc, si on n'a pas d'aide, si nous ne sommes pas dans l'entraide, si nous ne sommes pas dans la solidarité, nous aurons du mal à aider les personnes malades à guérir. Or, entre la maladie et l'impossibilité de se soigner, je crois que c'est la deuxième cause qui peut-être provoque plus la mort que la maladie elle-même. Savoir qu'on n'a pas les moyens de se soigner tue plus que la maladie elle-même qu'on a quand on apprend qu'on l'a. Donc, merci au président de la République.
Et surtout, merci aux Ivoiriens aussi qui ont, je pense, beaucoup prié pour moi et qui continuent de le faire parce que ça se sent et ça se voit qu'on a un vrai soutien. C'est important d'avoir ce soutien à la fois psychologique qui accompagne les personnes atteintes de cancer, qui n'ont pas besoin de pitié. Oui. Pas besoin de pitié, mais qui ont plutôt besoin de compassion et de solidarité. Ouais. Très bien. Et quand vous avez écrit votre livre, vous attendiez-vous à un tel succès parce que vous êtes déjà à la 2e édition voilà, de cette œuvre. Vous attendiez-vous à ça? Est-ce que vous ne vous disiez pas que c'est un sujet que les gens, soit ils ont peur d'en parler, ils meurent en silence, ou bien, bon, c'est peut-être pour une certaine société. Oui, tout à fait. Et vous attendiez-vous vraiment à un tel succès, là, littéraire? Oui, parce que je me dis que c'est un sujet d'actualité. Le cancer, aujourd'hui, l'une des premières causes de mortalité au monde, c'est la maladie la plus amplifiée dans sa présence et dans son envahissement dans nos corps. Et c'est vrai que c'est une réalité. Et oui, parce que je me suis dit, quand les médecins nous parlent, on ne les écoute pas, on pense qu'ils sont dans l'exagération. On dit toujours, les médecins, ils exagèrent. Ils sont toujours dans l'extrême conseil qui fait peur. Alors que quand une personne qui est touchée elle-même vous dit, effectivement, on peut en guérir, mais alors il faut s'y prendre tôt. On peut en mourir parce qu'on n'aura pas fait les bons gestes. On peut en guérir si nous sommes dans la prévention assez tôt. Finissez pas dire oui, ça nous intéresse. Et puis de savoir, dans un pays comme le nôtre, ou dans les pays comme les nôtres en Afrique, où le mot cancer rime avec mort, de savoir que quelqu'un peut avoir eu le cancer, ou là, et peut en parler avec autant de, je dirais pas avec autant, pas d'aisance, mais autant de simplicité, autant de démystification. Je crois que ça donne envie de pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Et c'est vrai que les gens sont assez curieux, et le livre, il s'est bien vendu. C'est vrai que les premiers tirages étaient 5000 exemplaires, épuisés en moins de 6 mois, et ce qui est très rare dans notre pays. Comme quoi les Ivoiriens lisent. Oui. Beaucoup d'entreprises l'ont offert aux femmes en cadeau. C'était un beau geste. Beaucoup d'entreprises ici l'ont offert aux femmes à des périodes particulières pour montrer qu'effectivement, tant qu'à faire, la prévention est encore meilleure que la prise en charge médicale. Et c'est un peu ce que je fais à travers ce livre. Mon témoignage n'est qu'un alibi, en fait, en réalité, pour passer des messages sur l'exigence de prévention quand on lutte contre le cancer. Que vous avez bien réussi, parce que le langage que vous avez choisi pour écrire votre œuvre est assez accessible, alors qu'on sait que la langue de Molière, vous pouvez aussi autant la tutoyer que vous tutoyez la maladie ici. Vous avez donc adopté une posture langagière qui permet vraiment de lire l'œuvre et puis de la recommander aussi facilement parce qu'elle est vraiment accessible. En tout cas, nous avons apprécié et nous ne pouvons que vous encourager de poursuivre dans cette mission que vous êtes assignée, de parler du cancer, de le démystifier et d'aider beaucoup de femmes, n'est-ce pas, à nourrir de l'espoir à nouveau. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous avez pu le noter, nous avons pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à échanger avec notre auteur du jour. Pour ceux qui connaissent le monde médiatique, mais aussi littéraire ivoirien, on sait qu'Agnès Crédit n'est pas n'importe qui. C'est vrai que c'est en même temps une dame assez modeste, mais c'est vraiment un honneur pour nous qu'elle ait accepté, n'est-ce pas, de se prêter au jeu de Un livre, ça se lit, notre émission littéraire. Alors donc, nous vous recommandons vivement son œuvre. C'est vrai que l'œuvre se recommande elle-même, l'auteur de par son image également, mais ne serait-ce que comme une sorte de recette médicale, son œuvre vaut vraiment que vous rendiez dans les librairies pour vous en procurer et vous en délecter parce que c'est aussi un délice littéraire. En tout cas, merci de nous avoir suivis et en attendant un prochain numéro, nous vous disons de prendre soin de vous. Au revoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.